Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Madame le commissaire général, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé vous dit bonjour. Nous n'allons pas prendre plus de temps que prévu car ce n'est pas nous l'attraction. Nous allons aborder une thématique qui, depuis quelques années, est rentrée dans le vocable des Ivoiriens pour ce qui concerne le secteur des transports. Vous l'aurez deviné, il s'agit du métro d'Abidjan. Et donc, pour nous entretenir sur cette thématique importante, à savoir métro d'Abidjan, focus sur un projet de développement économique structurant, nous avons avec nous Madame Sandrine Akouko, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics obtenu à l'École supérieure des travaux publics ESTP de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et en service au BNET depuis octobre 2005 où elle cumule 20 ans d'expérience à différents postes. Elle est experte en gestion des grands projets d'infrastructure certifiés PPP. Je pense que ça mérite des ovations. C'est une experte qui va donc nous entretenir pour cette conférence. Et comme je l'ai dit, depuis août 2022, elle est nommée directeur projet, coordonnateur général adjoint de l'unité de gestion du projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Chers invités, je vous prie de recevoir maintenant Madame Sandrine Akouokou. Je prononce bien. Voilà, on la reçoit sous vos ovations pour nous entretenir sur cette conférence. Le pointeur, s'il vous plaît. Le pointeur. Le pointeur, on peut l'envoyer, s'il vous plaît. Ça passe pas. On va demander à la technique de se live, s'il vous plaît. On va avoir un technicien qui va nous aider. Ouais. La région peut nous aider, s'il vous plaît. On peut y aller sans. Je fais ça. Ok. C'est passé tout à l'heure. Voilà, je pense qu'en attendant que la technique ne puisse permettre à Madame Akouokou de pouvoir faire sa présentation. C'est bon? OK. Non, pas encore. OK. Voilà. En attendant, comme je le disais tantôt, cela fait quelques années que dans le vocable des Ivoiriens, en tout cas en ce qui concerne le secteur des transports, on s'est familiarisé à un thème, le métro d'Abidjan.
Le métro d'Abidjan les travaux ont été officiellement lancés en 2017 par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron. Et ce projet-là a pour but de fluidifier le trafic au niveau d'Abidjan. La ligne 1 de métro qui est en construction partira d'Anyama, donc à l'extrême nord d'Abidjan, jusqu'à Port-Boué, à l'aéroport, à l'extrême sud d'Abidjan. Et c'est ce projet-là, très structurant, qui va permettre à environ 500 000 Ivoiriens de se déplacer par jour, qui donc nous sera présenté par notre conférencière. Je pense qu'on peut l'encourager. Voilà, qui revient à nouveau. Cette fois-ci sera la bonne. Je pointe où là devant? C'est pareil, on peut aller sans. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Transports, Monsieur Abdoulaye Aliadi, Madame Bamba, commissaire général du FISAT, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers participants à ce forum, j'ai l'honneur de présenter ce panel au nom du directeur général du BNET, qui est le coordonnateur général de l'unité de gestion du projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Moi, je suis la coordonnatrice générale adjointe. Et donc, il nous a été demandé de présenter ce panel portant sur le métro d'Abidjan, suivant le thème qui s'affiche à l'écran. Métro d'Abidjan, focus sur un projet de développement économique structurant. Mon propos va s'articuler autour de 3 composantes. On va parler du contexte qui a prévalu lorsque ce projet a été initié sous sa forme actuelle. On va ensuite présenter le projet, son contenu, les principales caractéristiques techniques de la ligne 1 du métro d'Abidjan. On va parler également des impacts économiques et enfin des perspectives. Pour parler du contexte, ce projet a été initié, comme vous le savez, il y a plusieurs années, plus d'une décennie, un peu plus de 10 ans environ. Et le contexte qui prévalait est celui de la croissance urbaine dans les villes africaines en général. La ville d'Abidjan n'y déroge pas. Et on a observé depuis ces quelques années une forte urbanisation qui n'est pas véritablement contrôlée. On a des habitats spontanés, ce n'est pas vraiment encadré. Et à titre d'exemple, le recensement en 2021 nous donne 5 millions, un peu plus de 5 millions d'habitants de population dans le district d'Abidjan. Les projections nous indiquent qu'en 2030, on aura environ 7,6 millions d'habitants. Donc, il était essentiel que le gouvernement puisse réagir face à cette augmentation croissante de la population dans la ville d'Abidjan. Et donc, il a été proposé dans les schémas directeurs de développer des modes de transport capacitaires. Un sur l'axe est-ouest, aujourd'hui qui va abriter le projet du BRT, qui est développé par l'AMUGA. Et sur la liaison sud-nord, il a été retenu le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan, ligne qui va s'étendre d'Anyama à Port-Boué. Et donc, on peut passer rapidement sur le contexte qu'on a rappelé. On est dans une ville avec une urbanisation déséquilibrée, zone dortoir au nord, zone d'activité au sud, avec un système de transport urbain qui est fragmenté. On a les transports non conventionnés d'une part et les transports conventionnés d'autre part. Donc, le Programme national de développement a retenu de moderniser les infrastructures de transport
et de mettre en œuvre ces projets de transport capacitaire pour répondre en partie à la demande de plus en plus croissante dans une ville où la population ne fait que s'accroître. Donc, pour rappeler les objectifs rapidement, on a retenu les 3 principaux suivants. C'est de doter la ville d'une offre de transport moderne, en volume suffisant, en qualité aussi, de fluidifier le trafic, parce que ce projet-là va permettre de décongestionner les voiries urbaines et puis de desservir les gisements de population. Parlons du contenu du projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Ce système de transport va permettre d'assurer le déplacement de 500 000 passagers par jour, de 5 heures à 23 heures, avec une vitesse commerciale de 40 km/h. Mais l'infrastructure est conçue pour une vitesse de 80 km/h. Donc l'intervalle minimal qui est retenu en termes de performance fixé à l'opérateur est de 100 secondes entre les rames à terme et un train toutes les 10 minutes en heure de pointe. Donc le métro d'Abidjan la ligne de métro va être construite sur une plateforme aérienne avec quelques remblais en V-sol sur 37 km de double voie qui longe le corridor existant qui abrite l'infrastructure ferroviaire qui est exploitée par Citarail. On aura 18 stations à la mise en service. L'infrastructure avait été dimensionnée avec 20 stations, mais on en aura 18 à la mise en service, avec un pont ferroviaire qui est en construction actuellement, qui est un doublement du pont FHB sur la lagune Ébrié, qui est essentiellement dédié au métro, à la circulation des trains du métro d'Abidjan. On aura également plusieurs ouvrages d'art, 24, parce que ce projet-là permettra d'assurer le déplacement en site propre intégral. Donc, dans toutes les zones où il y a un croisement entre le rail et la route, le passage est dénivelé. Le matériel roulant qui a été retenu pour le métro d'Abidjan, c'est le modèle Métropolis d'Alstom. C'est l'un des derniers, des tout derniers. Et l'alimentation électrique, ce sera de 1500 volts. Là, vous avez une image qui présente la caténaire et tout. Le système qui est retenu pour la signalisation, c'est le CVTC, qui est l'un des derniers également d'Alstom, qui est l'un des membres du groupement en charge de la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance de la ligne du métro. Parlons de calendrier. Le contrat qui a été conclu avec la société concessionnaire prévoit que la mise en service intervienne 66 mois après la date de conception. Et donc, la livraison des premières rames devrait intervenir fin 2027. Là, on vous présente quelques images, pour ceux qui ne savent pas, qui illustrent bien l'avancement des travaux. On va passer. Okay. Donc, ce projet sera implémenté dans un environnement dans lequel se développent plusieurs autres projets. Et donc, il est tenu compte de ces projets-là, de ces projets dans la conception du métro. C'est un projet urbain et tous les autres projets en développement actuellement dans la ville d'Abidjan qui croisent la ligne de métro constituent des contraintes. Donc, tout cela participe à la définition des délais. Bref aperçu sur la gouvernance du projet. Donc, comme vous le savez, le ministère des Transports est le maître d'ouvrage institutionnel. La convention de concession est signée par le ministère des Transports et le ministère des Finances et du Budget qui représente l'État. Cette convention est signée avec la société de transport abidjanaise sur rail. Et je parlais à l'instant de l'unité de gestion de projet qui est la cheville ouvrière qui pilote au quotidien le projet et qui agit en qualité de maître d'ouvrage délégué. La société concessionnaire, la STAR, est composée principalement des 4 entreprises dont vous avez les logos affichés à l'écran, Bouygues, Alstom, Keolis et Colas Rail. Donc Bouygues pour les travaux génie civil, Alstom fournit le matériel roulant, Colas Rail pour la voie ferrée, l'alimentation électrique et Keolis qui est l'exploitant. Parlons des
impacts économiques, il y en a plusieurs. Concernant les effets directs, ce qu'on peut relever, on aura une réduction des coûts d'exploitation des véhicules, on aura une réduction du temps de trajet, on aura une réduction des polluants et des gaz à effet de serre, puisqu'il y aura moins de véhicules au profit de l'utilisation de la ligne du métro, qui est un transport plus capacitaire. On aura une réduction également des taux d'accidents de la route. Parlant d'effets indirects, il y aura une amélioration de l'accessibilité, puisque plusieurs zones seront desservies avec la ligne du métro d'Abidjan. Et il y aura aussi une valorisation du foncier, parce qu'autour de la ligne, il y a beaucoup de projets de valorisation foncière qui peuvent être développés. Parlons d'emploi. Aujourd'hui, le projet en phase construction mobilise un peu plus de 1000 personnes qui travaillent sur le chantier. Vous avez là quelques chiffres qui montrent l'évolution entre janvier 2004 et septembre 2024. Donc le projet mobilise un peu plus de 1000 personnes et plus de 200 entreprises qui interviennent comme sous-traitants, fournisseurs, aux côtés du groupement concessionnaire. On a également d'autres entreprises qui vont intervenir aux côtés des autres structures de l'État qui sont impliquées dans la mise en œuvre du projet. On avait présenté tout à l'heure la roue des projets connexes et ces projets-là sont pilotés par les structures étatiques qui sont représentées sur cette diapositive. Donc ce projet du côté de l'État fait intervenir l'AGEROUTE pour tous les sujets de croisement entre la ligne de métro et les infrastructures routières. On a des ponts, 24 ouvrages à construire. Fait intervenir également Côte d'Ivoire Énergie pour l'alimentation électrique. Fait intervenir l'AMUGA pour toutes les questions d'interopérabilité et d'intermodalité. Il fait intervenir l'OIPR parce que le dépôt est situé à la lisière du parc du Banco, donc il faut gérer la mitoyenneté. Le projet fait intervenir l'AIGF et l'ARTCI pour toutes les questions de radio-communication, de signalisation. Le projet fait intervenir Citarail qui partagera les emprises du métro avec Star. Donc là, on a vu tous les acteurs qui sont impliqués et les 250 dont je parlais à l'instant ne comptent même pas tous les sous-traitants de ces entreprises de l'État qui interviennent et qui vont continuer d'intervenir dans la mise en œuvre du projet. En phase d'exploitation, ce sera à peu près 1 millier de personnes qui interviendront. Et donc, tout ça, ce sont des emplois à pourvoir. Des partenariats sont envisagés avec les lycées techniques, l'INPHB et un centre de formation qui va être implémenté pour les métiers du métro en phase d'exploitation. Donc, on a parlé à l'instant de la réduction du coût des transports pour les usagers. Vous avez quelques détails avec le report modal entre les transports non conventionnés, des transports non conventionnés vers le métro. On peut passer. Donc, en termes de perspective et pour conclure, on va dire que le programme va permettre la création et le développement d'infrastructures de transport nouvelles, puisqu'il y aura une reconfiguration de l'espace dans le corridor de la ligne du métro. Il permet également de réhabiliter des infrastructures existantes en partenariat avec l'AGEROUTE. Il y a des rétablissements routiers à revoir et les lignes de rabattement qui doivent être construites pour apporter du trafic aux stations du métro. Et on aura un transport moderne, performant, qui va permettre d'assurer l'intermodalité avec le BRT qui est en train d'être développé et à terme une intégration tarifaire suivant les projections du ministère des Transports et en train d'être déployée avec l'autorité pour la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Je pense que l'essentiel est dit. Je vous remercie et puis on reste en attente de vos questions. Voilà, je pense qu'elle mérite encore des ovations plus nourries. Hein? Madame Akoukou, bravo, félicitations. Je note juste qu'effectivement, le projet du métro d'Abidjan est un projet structurant. Déjà 1000 personnes qui sont employées dans le cadre de ce projet en phase de construction, c'est déjà pas négligeable, c'est déjà même très important.
et toutes ces sociétés impliquées qui, elles aussi, embauchent plusieurs personnes, je crois que nous, en tant que jeunes, cet après-midi, dans ce lieu-là, on apprend beaucoup et on comprend en quoi est-ce que ce projet véritablement est un projet structurant. Et à la suite donc de l'exposé de Mme Akweku ainsi que de M. Adil, nous allons donner l'opportunité éventuellement, vraiment on va terminer par ça, s'il y a quelques questions, juste de compréhension, voilà, pour nous permettre de mieux appréhender ce qui a été dit. On va juste peut-être prendre 2 questions maxi. Voilà, et s'il y a aussi des contributions de nos autorités éventuellement, et puis nous allons mettre fin à notre session. Maintenant, s'il n'y a pas de questions aussi, que tout semble avoir été très bien compris, ben, on ne pourra que féliciter nos conférenciers. Ben non, j'ai vu une main se lever quelque part là. Est-ce qu'on peut lui envoyer un micro, s'il vous plaît? Vous voudriez bien vous présenter, nom et prénom, votre structure, et puis éventuellement à qui vous adressez la question, soit à M. Adil, soit à Mme Akweku. Bonjour, M. Bouloukbe. Bonjour, chère assistance. Je voudrais m'adresser à M. Adi. D'abord, je me présente, je suis M. Soro Chongpeli-Monkwa. Je suis étudiant doctorant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Je voudrais, s'il me permet, de demander à M. Adi, par rapport à tout ce qu'il vient de dire sur le royaume chérifien, c'est intéressant. Mais je voudrais savoir, comment est-ce que le royaume prévoit gérer les catastrophes naturelles qui pourraient constituer un frein au développement des infrastructures dont il vient d'énumérer? C'est là ma question. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Comment est-ce que le royaume prévoit gérer les catastrophes naturelles relativement au projet d'infrastructure qu'il vient d'énumérer au Maroc? Ok. Monsieur Adi, c'est compris? Sinon, on peut mieux vous expliquer si vous avez compris. Oui. C'est compris? C'est compris. Est-ce que je réponds tout de suite ou bien... Oui, vous pouvez répondre maintenant. D'abord, merci pour cette question. En fait, la question que vous posez soulève un sujet qui est déjà un sujet d'actualité, celui de l'adaptation des infrastructures de transport au changement climatique. J'ai personnellement assisté à une présentation des résultats d'une étude qui a été financée par l'Union européenne et qui a essayé de faire des projections sur les phénomènes climatiques d'ici 20 ans, en essayant de savoir comment ils vont être. Et la conclusion est très simple. Les phénomènes climatiques qui sont à l'origine de ces catastrophes, c'est-à-dire les inondations, les chaleurs extrêmes, les tremblements de terre, surtout ceux qui sont liés au climat, donc les inondations, la chaleur, la neige, etc., ils vont rester, mais ils seront beaucoup plus ponctuels dans le temps, mais beaucoup plus intenses. Donc cette répartition aujourd'hui des phénomènes climatiques va prendre une forme beaucoup plus ponctuelle et beaucoup plus intense. Cela met nos infrastructures c'est-à-dire sous le poids de situations où probablement ils ne pourront pas supporter. Donc je ne parle pas des tremblements de terre, je parle des situations extrêmes, climatiquement. Et donc pour ça, ce que nous avons fait au Maroc, c'est d'abord une logique anticipative à travers laquelle nous avons identifié les endroits les plus sensibles à ces phénomènes. Et donc nous avons fait une sorte d'évaluation qui nous a permis de dire quelles infrastructures méritent d'être adaptées, mises à niveau rapidement. On l'a fait. Et nous avons un programme d'intervention, donc selon les priorités, qui permet d'adapter ces infrastructures. Donc c'est un programme d'adaptation. Après, il y a un programme d'intervention lors des catastrophes imprévues. Des fois, vous avez des inondations qui viennent et qui vous balayent des routes,
des ouvrages d'art. Et ça coupe la circulation, donc ça coupe les vivres sur les gens, ça crée un sérieux problème. Donc là, nous avons des équipes d'intervention qui sont très bien équipées, très bien entraînées à ce genre de situation, qui commencent d'abord par rétablir la circulation par des déviations au bout de maximum 24 heures. Donc après une catastrophe qui survient, nous avons un rétablissement dans la limite maximum de 24 heures. Et après, on revient aux infrastructures qui sont détruites pour les corriger. Et là, en tenant en considération la nouvelle intensité, si un pont supporte un débit, par exemple, de 10 000 mètres par 10 000 litres par 10 000 mètres cubes par seconde, et qui a été emmené par une inondation, nous allons créer une déviation d'abord pour rétablir la circulation, mais lorsqu'on va reconstruire cet ouvrage d'art, on va utiliser un seuil, un standard plus élevé. Donc ce n'est pas 10 000, ça va être peut-être 20 000 ou 25 000 pour qu'il puisse résister à ces nouveaux niveaux d'intensité. Ça d'une part. Donc il y a deux sujets, c'est les systèmes d'intervention rapide et les programmes d'adaptation. Il y a les autres phénomènes naturels qui ne sont pas forcément liés au changement climatique. Je cite les tremblements de terre. Et il n'y a pas plus d'une année, nous avons subi le séisme de la région de Haouz, qui a tué beaucoup de gens. Et à partir de là, nous avons créé une sorte... Nous avons en fait institutionnalisé. Nous avons fait une expérience à Haouz, c'est-à-dire celle de rénover, rétablir, réhabiliter cette région sinistrée par le séisme. Et nous avons capitalisé sur cette expérience en essayant d'institutionnaliser cette expérience. Comment? En créant un comité spécifique qui gère ce type d'intervention avec des installations logistiques avec des installations un peu éparpillées sur tout le royaume pour être le plus proche possible de ces catastrophes là où ils seront, avec des équipes qui sont bien équipées, des stocks de médicaments, d'équipements nécessaires, de purification d'eau, des toilettes mobiles, etc. Et donc, cela permet, avec des exercices de simulation, cela nous permet de dupliquer l'intervention que nous avons fait au niveau de Haouz, mais n'importe où au Maroc et de façon très rapide. Donc, pour résumer, il y a un effort d'adaptation sur les infrastructures sensibles qu'on juge stratégiques, donc qui doivent résister, et sur lesquelles on intervient avant qu'il y ait la catastrophe. Après, il y a les interventions lors des catastrophes et il y a l'institutionnalisé de tout ce système-là via un organisme, des équipes formées, des stocks qui sont constitués et une gestion bien sûr rigoureuse avec des simulations, des exercices de simulation, etc. Merci beaucoup, M. Hadi. On retiendra en tout cas de votre intervention que le Royaume chérifien s'est donné les moyens, en tout cas, d'être résilient vis-à-vis d'éventuellement des facteurs, je dirais, de changement climatique et autres qui ne sont pas forcément du fait des hommes. Et comme on le dit, c'est vrai, gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est aussi gérer les situations dont on fait face. Donc, c'est déjà une très belle chose. On a juste une question, une dernière. Ben, il y a un homme qui a parlé, si une femme peut parler, ben, il y a... Oui, donnez à la dame devant, s'il vous plaît. Messieurs, je m'excuse. Voilà, on est dans une, je vais dire une assemblée quand même faite d'hommes et de femmes. Permettez, par galanterie déjà même, et surtout parce que je ne veux pas aussi me faire traiter d'être très masculin. Voilà, aussi donner la parole à la dame, s'il vous plaît. Voilà, je pense que vous avez compris. Merci pour votre compréhension. On va laisser la dame pour sa question. Merci, chers confrères. Merci à tous. J'aimerais bien saluer l'initiative de ma très chère sœur Bamba. Et en réalité, ce n'est pas une question, c'est un plaidoyer. Je suis aux côtés de mes autorités. Le Haut Conseil du transport est là. Et nous sommes l'Union patronale des transporteurs urbains de Côte d'Ivoire, initiateur du World War en Côte d'Ivoire. Et nous avons bon espoir, avec la présentation de Madame, que nous allons toujours gérer le dernier kilomètre. Oui, ça fait sourire, mais en réalité, derrière ce dernier kilomètre,
c'est des familles entières qui en bénéficieront. Et je fais vraiment confiance à mon président. Je fais confiance à Mme Bamba, prix d'excellence 2024, qui est notre avocate. Parce que ces engins vétustes, nous le reconnaissons, ces engins qu'on critique, mais en réalité, dans cette salle, je sais que ce matin, vous avez emprunté au moins un woro-woro pour venir ici. Donc, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. C'est plutôt un plaidoyer parce que derrière un véhicule se trouve un propriétaire. Derrière le propriétaire, il y a au moins 5 chauffeurs. Derrière 5 chauffeurs, il y a 5 familles. Et derrière 5 familles, vous n'imaginez pas. Merci beaucoup. Voilà. Comme elle a si bien dit, sans commentaire, c'était un plaidoyer. Je pense que ceux à qui le plaidoyer était adressé ont compris le plaidoyer. Donc, on ne fera pas de commentaires supplémentaires. Je voudrais juste remercier M. Adi et Mme Akoko pour leur brillante conférence. Ils restent disponibles, même quand la séance sera levée. Pour ceux qui ont encore quelques préoccupations, vous pourrez les approcher pour échanger avec eux afin d'avoir le maximum d'informations qui vous paraîtront utiles. Sur ce, je tenais en tout cas à dire encore merci.